Dans une ville grise et immense, où les gratte-ciels étouffaient le ciel lui-même comme des murailles de verre et d'acier, la lumière semblait ne jamais vraiment atteindre les trottoirs. L'air était souvent saturé d'odeurs de béton mouillé, de carburant et de fatigue humaine. Les gens marchaient vite, les épaules rentrées, plongés dans leur téléphone ou dans leurs pensées, parlant peu, se frôlant sans jamais vraiment se voir. Ils étaient comme des ombres pressées, portés par l'habitude, incapables, ou peut-être refusant, de lever les yeux pour s'arrêter sur les miracles invisibles qui traversaient parfois leur chemin. Au cœur de ce monde impersonnel vivait Alia, une jeune femme de 28 ans, dont l'existence se dessinait dans les marges. Discrète, presque invisible, elle glissait à travers la ville comme une note douce dans un concert de bruits étouffés. Orpheline depuis ses 17 ans, un accident de voiture brutal, sans adieu ni dernier regard, elle avait appris, dès son plus jeune âge, à ne compter que sur ses propres forces. Pas de famille pour la rattraper si elle tombait, pas de main tendue pour lui rappeler qu'elle méritait plus que de survivre. Elle s'était construite seule, pierre après pierre, parfois vacillante, mais jamais brisée. Serveuse dans un petit restaurant de banlieue, un endroit modeste mais chaleureux où les rires étaient rares et les pourboires encore plus, Alia nourrissait en silence un rêve secret, celui d'une existence différente, vibrante, colorée. Un monde où ses journées ne seraient plus dictées par des horaires éreintants et des fins de mois calculées à la pièce près. Mais ce rêve restait au fond d'elle comme une étoile lointaine, inaccessible, qu'elle contemplait sans vraiment oser y croire. Ses seuls trésors étaient ses livres, soigneusement alignés sur une étagère branlante dans sa petite chambre mansardée. Elle lisait chaque soir, s'évadant dans des histoires de héros tombés du ciel, de miracles surgissant dans l'ombre, de rencontres imprévues capables de bouleverser un destin. Entre deux services, elle notait des phrases dans un vieux carnet râpé, des morceaux d'univers où tout semblait possible. Mais dans sa propre réalité, il ne se passait jamais rien. Jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, il pleuvait sans fin. Une pluie lourde, serrée, martelait les toits, transformant les rues en rivières sales et glacées. Le vent, furieux, faisait claquer les volets, emportant avec lui les derniers vestiges de l'automne. Les passants, silhouettes floues sous les parapluies retournés, couraient pour échapper à l'orage. Des taxis éclaboussaient les trottoirs. Les feux de signalisation brillaient dans l'eau comme des étoiles noyées. Alia, elle, avançait lentement, le pas lourd, le regard baissé. Son vieux parapluie, troué à plusieurs endroits, peinait à lui offrir une protection décente. Ses chaussures laissaient entrer l'eau glacée, et à chaque pas, elle sentait ses chaussettes s'imbiber un peu plus. Son sac pendait à son épaule, trempé, alourdi par les livres qu'elle avait refusé de laisser derrière elle. Le monde semblait fondre autour d'elle, avalé par la pluie. C'est alors qu'elle la vit, ou plutôt, qu'elle crut d'abord voir une illusion, une silhouette tassée sur elle-même, immobile, au milieu de la petite place déserte. Un vieil homme. Assis par terre, appuyé contre un banc rouillé, tremblant de froid et de solitude. Personne ne faisait attention à lui. Quelques passants pressaient le pas en l'évitant ostensiblement, certains jetant un regard gêné avant de détourner les yeux. D'autres, trop absorbés par leur propre course contre la pluie, ne semblaient même pas le voir. Alia s'arrêta. Son cœur se serra sans qu'elle sache pourquoi. Peut-être parce qu'elle connaissait ce sentiment de solitude extrême, ce poids de l'abandon dans un monde qui passe sans s'arrêter. Sans réfléchir, comme guidée par quelque chose de plus grand qu'elle, elle courut vers lui, éclaboussant l'eau sous ses pas. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle en s'accroupissant devant lui, la voix tremblante d'inquiétude. Le vieil homme leva lentement la tête vers elle. Son visage était ravagé par l'âge, marqué de rides profondes, comme si le temps lui-même avait labouré sa peau. Ses yeux, d'un bleu délavé presque translucide, semblaient perdus quelque part très loin. Il murmura d'une voix si faible qu'elle dut se pencher pour l'entendre. « Je n'arrive plus à me relever. » Alia, malgré la puanteur d'humidité et la saleté de ses vêtements, glissa son bras sous celui du vieil homme. Il était si léger, si fragile qu'elle craignit presque de le briser. D'abord hésitant, il finit par s'accrocher à elle comme un naufragé à une planche de salut. Sans se poser de questions, sans attendre la moindre gratitude, elle retira son propre manteau pour le couvrir, le protégeant tant bien que mal du vent glacial. Puis, pas à pas, elle le guida vers un petit café encore ouvert, une lueur vacillante au milieu de la nuit déchaînée. Ils entrèrent. L'air chaud les enveloppa d'une étreinte rassurante. Alia installa le vieil homme sur une banquette près du chauffage, alla au comptoir et, de son maigre salaire, commanda une soupe fumante et du pain frais. Le vieil homme mangea lentement, silencieusement. Par moments,
Il levait les yeux vers elle, et dans son regard il y avait quelque chose d'indéfinissable. Une reconnaissance profonde, mais aussi une étrange tristesse. Il semblait lire en elle, comme s'il pouvait voir ses rêves non dits, ses cicatrices cachées. Quand il fut réchauffé et que ses mains tremblantes retrouvèrent un peu de vigueur, il tendit sa main vers elle. « Comment t'appelles-tu, mon enfant » demanda-t-il d'une voix rauque. « Alia » répondit-elle, un peu gênée. Le vieil homme esquissa un sourire, mince et doux. « Merci, Alia. Tu viens de sauver bien plus qu'une vie. » Elle rougit, baissa les yeux, incapable de comprendre toute la portée de ses mots. Lorsqu'elle revint du comptoir pour payer l'addition, il avait disparu. Seule restait sur la table une serviette en papier, sur laquelle était griffonné un simple mot. « Reste toi-même. La vie te rendra au centuple ce que tu offres. » Quelques jours plus tard, alors que le ciel demeurait d'un gris uniforme et que la ville semblait encore plus lourde que d'ordinaire, Alia trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe étrange. Pas une facture, pas une publicité. Non. Une enveloppe lourde, épaisse, d'un papier ivoire légèrement rugueux, scellée d'une cire rouge gravée d'un symbole ancien qu'elle ne reconnut pas. Sonko eur battit plus fort. Elle resta un instant figée sur le seuil, hésitant entre l'excitation et la peur, avant de briser le sceau avec précaution. À l'intérieur, soigneusement calligraphiée, se trouvait une lettre officielle. Mademoiselle Alia. Vous êtes prié de vous présenter sans délai au cabinet du notaire maître Delcourt, 6 au 12, avenue du Savoir, centre-ville. Motif: affaire successorale d'importance. Veuillez vous munir d'une pièce d'identité. Elle relut plusieurs fois, comme pour être certaine de ne pas rêver. Une affaire successorale? Elle n'avait pourtant ni famille, ni connaissance fortunée. L'idée d'une erreur administrative lui traversa l'esprit, mais une curiosité irrépressible la poussa à suivre l'invitation. Le jour dit, Alia prit un bus vers le centre-ville, ses pensées s'embrouillant à mesure que les grands immeubles défilaient devant la vitre mouillée de pluie. Le cabinet du notaire était situé dans un bâtiment imposant, à la façade couverte de pierres taillées et de statues muettes. 2 grandes portes de bois sombre l'attendaient, aussi intimidantes que majestueuses. Lorsqu'elle poussa la porte, elle fut accueillie par une odeur d'encaustique et de vieux papier. Le parquet craquait légèrement sous ses pas. Une secrétaire élégante, vêtue de noir, lui fit signe d'entrer dans un bureau vaste et feutré, où un homme d'une 50aine d'années, sévère mais pas antipathique, se leva pour l'accueillir. « Mademoiselle Alia » dit-il d'une voix posée, un sourire énigmatique aux lèvres. « Je suis maître Delcourt. Merci d'être venu si rapidement. » Il lui tendit la main, ferme et sèche, puis l'invita à s'asseoir dans un fauteuil de cuir, face à son bureau surchargé de dossiers. Après avoir vérifié son identité, il feuilleta méthodiquement une série de documents reliés par un ruban rouge. « Vous avez été désignée comme héritière universelle d'un certain. » Il s'interrompit, cherchant le bon ton, Elia Stern. Le prénom la frappa comme un écho lointain. Stern. Ce nom ne lui évoquait pourtant rien de précis. Elle fronça les sourcils, profondément déconcertée. « Je crois que vous faites erreur, balbutia-t-elle. Je ne connais personne de ce nom. » Le notaire esquissa un léger sourire, comme s'il avait prévu sa réaction. « C'est normal. » Il s'adossa à son siège, joignant les mains. Monsieur Stern était un homme mystérieux. Un multimilliardaire discret, presque effacé du monde public, mais dans les sphères privées, un homme d'affaires redouté, respecté, et parfois craint. Il marqua une pause, la regardant avec insistance. Il était aussi un philanthrope secret. Très peu savaient où il vivait. Il cultivait l'ombre, et veillait à ce que personne ne sache qui il était vraiment. Jusqu'à cette nuit-là. Jusqu'à ce que vous le sauviez. Alia sentit sonko eures emballer. Le vieil homme. Le regard translucide. La serviette en papier. Elle sentit une vague de frissons remonter le long de sa nuque. Maître Delcourt tira alors de son tiroir un dossier massif, qu'il déposa devant elle avec une solennité presque religieuse. Il l'ouvrit, révélant des documents officiels, titres de propriété, contrats d'actionnaire, certificats bancaires, évaluation d'œuvres d'art. « Voici, dit-il d'une voix calme, ce que vous héritez. Des dizaines de propriétés à travers le monde, manoirs historiques, appartements dans les plus grandes capitales, îles privées. Une fortune liquide estimée à plusieurs centaines de milliards. Des participations majoritaires dans des technologies de pointe, des industries de l'énergie verte,
des entreprises de biotechnologie révolutionnaires. Des collections d'œuvres d'art inestimables, peintures de maître, sculptures antiques, manuscrits rares. Chaque mot tombait sur Alia comme une pierre dans un puits sans fond. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle, ses mains devenir moites. Le monde tournait légèrement. C'est, balbutia-t-elle, incapable de respirer normalement. C'est impossible. Je ne mérite pas tout ça. Je ne suis personne. Elle sentit la panique monter en elle, la peur d'être aspirée dans quelque chose de bien plus grand qu'elle, un monde dont elle ne connaissait rien. Maître Delcourt la contempla avec une étrange bienveillance. C'est précisément pour cela qu'il vous a choisi. Sa voix était douce, presque paternelle. Monsieur Stern avait vu ce que beaucoup ne voient plus, l'humanité derrière la misère. Il avait amassé une fortune au fil de sa vie, mais il savait qu'une fortune sans âme n'était qu'un fardeau. Il sortit alors un document manuscrit, le testament d'Elia Stern, et lut à voix haute, les mots résonnant dans le silence feutré du bureau. À celle qui a vu l'humain derrière la misère. À celle qui n'a pas marchandé son aide, ni exigé de récompense. À celle qui, sous la pluie, a offert son manteau et son cœur sans calcul. J'offre ce que j'ai construit, car un empire entre les mains d'un cœur pur vaut mieux qu'entre celles d'un roi avide. Alia sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle ne comprenait pas encore toute la portée de ce qu'elle venait de recevoir. Elle savait seulement, dans son cœur, que sa vie venait de basculer à jamais. Pas pour l'argent, pas pour le luxe, mais parce qu'un simple acte de bonté avait réveillé un destin qu'elle n'osait même pas rêver. Au début, Alia ne savait pas quoi faire. L'énormité de la richesse qu'elle avait reçue était une véritable vague qui la submergeait. Il y avait quelque chose de presque irréel dans la façon dont les chiffres dans son compte bancaire s'accumulaient, comme si tout cela ne la concernait pas. Elle n'arrivait pas à comprendre qu'un simple geste, un simple acte de compassion, ait pu la mener à ce sommet vertigineux. Les billets, les propriétés, les actions, tout cela semblait aussi abstrait que le rêve d'une autre vie. Elle n'avait jamais voulu la richesse, ni la gloire. Ce qu'elle avait toujours désiré, c'était de rendre le monde meilleur, de réparer des vies brisées, de redonner de l'espoir à ceux qu'elle croisait, comme ce vieil homme sous la pluie. Elle se refusait à devenir l'une de ces personnes froides, déconnectées de la réalité, que l'argent transformait en ombre sans âme. Elle avait vu des hommes et des femmes, dans ces rues et dans les journaux, devenus arrogants, détachés, incapables de comprendre ce que la souffrance humaine pouvait réellement signifier. Non, ce n'était pas ça, sa vision. Elle ne voulait pas ressembler à eux. Alors, elle se décida à agir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer les injustices du monde. Mais, petit à petit, elle pouvait en adoucir la réalité. Elle ne voulait pas s'éparpiller dans 1000 directions. Elle avait un but précis, créer des lieux où la dignité humaine serait restaurée, où les enfants pourraient avoir un avenir, où les malades pourraient être soignés sans craindre de mourir dans l'indifférence. Elle commença par les orphelinats, mais pas ceux que l'on voit souvent, sombres et impersonnels. Non. Ces orphelinats seraient des maisons de lumière. Chaque enfant y serait traité avec respect et amour, chaque éducation serait une promesse de savoir et de futur. Elle s'entourait des meilleurs, des éducateurs passionnés, des psychologues, des pédagogues. Ces enfants, ils avaient des rêves à nourrir, des histoires à écrire. Ils n'étaient pas simplement des âmes perdues à sauver. Ils étaient des graines de demain. Puis, il y eut les cliniques gratuites, des havres de santé dans des quartiers où les médecins étaient trop rares et les traitements trop chers. Alia savait, pour l'avoir vu de ses propres yeux, que l'absence de soins pouvait détruire des vies. C'était la souffrance invisible qui la tourmentait. Elle ne pouvait pas accepter l'idée que des gens meurent faute d'un simple médicament. Alors, elle fit ériger des cliniques ouvertes 24 heures sur 24, pour que ceux qui en avaient besoin puissent trouver un sourire, un diagnostic, un remède, sans avoir à mendier leur droit à la santé. Elle se tourna aussi vers la recherche médicale, finançant des projets qui visaient à soulager des souffrances humaines négligées par le marché, comme les maladies rares, les cancers incurables ou les troubles mentaux. Elle croyait fermement que l'innovation et l'empathie pouvaient se rejoindre pour changer des vies. Enfin, elle investit dans des fermes écologiques, qui ne se contentaient pas de produire de la nourriture, mais redonnaient aussi de l'espoir aux communautés rurales en difficulté. Des fermes solidaires, qui nourrissaient ceux qui avaient faim tout en respectant la nature. Ces fermes étaient aussi des lieux de formation, où des jeunes sans avenir pouvaient apprendre à cultiver, à nourrir la terre et à se nourrir eux-mêmes. Ces fermes étaient le symbole que la terre pouvait guérir, tout comme les hommes pouvaient guérir si l'on leur en donnait les moyens.
Alia aurait pu se laisser emporter par la reconnaissance du public. Mais elle choisit de rester dans l'ombre, loin des projecteurs. Elle refusait catégoriquement d'être l'objet d'admiration. Elle ne faisait pas cela pour être vue, mais pour faire la différence. Elle savait qu'elle avait trouvé sa place dans ce monde, mais cette place n'était pas sous les feux des caméras ni sur le tapis rouge des galas de charité. Elle était là, dans l'ombre, à côté de ceux qu'elle aidait. Puis, un soir, alors qu'elle visitait l'un des orphelinats qu'elle avait créés, un petit visage timide s'approcha d'elle. Une petite fille, les yeux brillants d'une curiosité infinie, tira doucement sur sa robe. Elle semblait hésiter, comme si la question qui brûlait ses lèvres était trop grande pour sa petite taille. « Madame Alia, dit-elle enfin d'une voix presque chantante, est-ce que les miracles existent ?» Alia s'accroupit pour se mettre à hauteur de la fillette, son cœur battant plus fort. Elle observa son visage innocent, qui portait déjà des traces de la vie difficile des orphelins, mais aussi cette lumière pure, celle que l'on trouve chez ceux qui n'ont pas encore perdu l'espoir. Elle sourit, la gorge nouée par l'émotion. « Oui, dit-elle doucement, parfois, les miracles prennent la forme d'une main tendue sous la pluie. » La petite fille sembla réfléchir un instant, puis elle sourit, un sourire rayonnant qui semblait effacer toutes les ombres. Avant de partir, elle glissa quelque chose dans la main d'Alia, un pendentif en forme d'étoile, simple mais lourd de sens. « Pour vous, dit-elle, ses yeux brillants de tendresse. » Sur le pendentif, des mots étaient gravés, « Reste toi-même. » Alia sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était si simple, si pur, et pourtant si profond. Elle serra le pendentif dans sa main, le cœur battant. Peut-être que c'était cela, finalement, la vraie richesse. Les cœurs qu'on avait touchés, les vies qu'on avait changées. Des années plus tard, dans cette ville immense et indifférente, on se souvenait encore d'Alia. Non pas pour sa fortune, ni pour ses milliards, mais pour la façon dont elle avait transformé des vies, dont elle avait réparé ce que la cruauté du monde avait brisé. On parlait d'elle comme d'une légende vivante, non pour son nom, mais pour ce qu'elle avait incarné, l'espoir, l'humanité, et surtout, l'amour désintéressé. Et certains disaient qu'encore aujourd'hui, les soirs d'orage, on pouvait parfois apercevoir, sur la vieille place où elle avait tendu son parapluie à cet inconnu trempé, une silhouette solitaire offrant son abri à ceux qui en avaient besoin. Un acte de compassion pure. Un miracle dans un monde qui semblait avoir oublié comment en créer.